Alors aujourd'hui, on va parler de Scary Movie 6, du prochain opus de Saw, d'Halloween, de Scream 7. On en parlera à la fin de Scream 7 parce qu'il y a eu quelques fuites, et donc on peut considérer ça comme des espèces de spoilers. Mais on abordera aussi le nouvel opus de Souviens-toi l'été dernier, des Intrus chapitre 2, et enfin de Return to Silent Hill. On a Hugo Décrypte pour l'actualité mondiale et l'actualité politique, et vous m'avez moi, Romain Décrypte pour l'actualité de l'horreur. C'est la pire blague du monde, je suis désolé, je suis sincèrement désolé. Bon allez on commence. Scary Movie 6 fait déjà parler de lui, avec l'annonce d'une date de sortie pour juin 2026. Les frères Wayans sont de retour, ce qui fait qu'on va complètement se rapprocher de l'ambiance des deux premiers opus, qui sont clairement les meilleurs en termes d'humour. Ralentissez! Va te faire foutre! D'accord! Et on pourrait continuer pendant des heures à balancer des extraits de Scary Movie, mais faut vraiment que je m'arrête là. C'est de la bonne! C'est toute ma jeunesse, c'est ma vie Scary Movie. Si l'acteur incarnant Doofy dans le premier opus a confirmé le retour de Ghostface, c'est désormais Marlon Wayans, l'un des frères qui dirige le prochain film, et aussi l'acteur incarnant le célèbre Shorty la légende, qui confirme être en pourparlers avec les actrices incarnant Cindy et Brenda. Alors je vais citer ce qu'il a dit, on est en train de tout faire pour que les actrices originales reviennent. Et c'est tout simplement des questions de négociation et de contrat. Voilà, vous voyez très bien où je veux en venir, combien je vais toucher, combien je vais te payer, combien je vais prendre, qui est la pute de qui, et en vrai ça doit coûter assez cher, puisque même si on n'a pas beaucoup vu l'actrice incarnant Cindy Campbell dans d'autres projets, en tout cas pas à ma connaissance, c'est pas une actrice que j'ai vue dans beaucoup d'autres films, et à part Scary Movie j'ai aucun truc en tête, bah on va pas se mentir, ça reste quand même le visage de la franchise, la personne la plus emblématique. Et c'est marrant parce que Scream, la licence parodiée par Scary Movie 1, a souffert du même problème, avec l'actrice incarnant Sidney, qui avait eu des problèmes de contrat par rapport à Scream 6, et qui du coup n'avait pas été prise parce qu'elle demandait trop d'argent, ou plutôt parce que le studio était radin, alors que bah ça reste aussi le visage de la franchise Scream, et pourtant cette actrice là on l'a pas vue autre part, enfin à ma connaissance il y avait un truc avec Dwayne Johnson, avec c'était Skyscraper, un truc comme ça, mais elle restera à tout jamais affiliée à la franchise Scream, et donc c'est aussi normal qu'elle prenne une part plus importante par rapport à la franchise qu'elle incarne complètement. Donc espérons que contrairement à Scream, les négociations pour le prochain opus de Scary Movie bah, se déroulent plutôt bien, et que l'actrice incarnant Cindy Campbell, Anna Faris, accepte de revenir et qu'on lui propose un sacré chèque, et ça me paraît normal. Si Scary Movie est devenu emblématique, c'est aussi grâce à elle. Voilà, ça reste le visage le plus important de la saga, en tout cas à mon sens. L'acteur incarnant Ray étant également de retour, ça serait tellement dingue de retrouver les meilleurs personnages de la saga dans un seul et même film. Cindy, Brenda, Shorty et Ray luttant contre le retour d'un Ghostface complètement sous stupéfiant, avec évidemment une parodie de tout un tas d'autres films d'horreur genre Terrifier, The Substance, Midsommar, It Follows, et j'en passe des meilleurs. Imaginez ce qu'ils peuvent faire pour se foutre de la gueule de Megan. Imaginez seulement. Ils vont la transformer en poupée gonflable, c'est sûr. Et j'espère qu'on aura la confirmation de la présence des deux actrices bientôt. En tout cas, ils font tout pour les avoir, et c'est déjà assez rassurant, parce que Scary Movie, sans eux, et surtout sans elles, bah c'est pas Scary Movie. Surprise, Cindy! Mais c'est l'un des films que j'attends le plus, et franchement j'ai vraiment trop hâte d'y être, et bordel il était tellement temps que cette franchise revienne, on en avait besoin, on a besoin de ce type d'humour pour se détendre, les temps sont durs, un bon petit Scary Movie, ça va tous nous requinquer, on va tous repartir sur une belle croissance, vous voyez où je veux en venir ou pas? J'avais écrit quoi? Ouais, on a besoin de cet humour si insolent. Rediffe-moi ça! Putain, c'est quoi? Mon trou de balle! Deuxième grosse actualité, et pas des moindres, et pour être honnête avec vous, c'est l'un des trucs dont on m'a le plus parlé ces derniers jours, qui a fait vraiment son petit parcours au sein des fans de l'horreur, et pas forcément pour les bonnes raisons d'ailleurs, c'est l'intégration du studio de la Blumhouse pour le partage des droits de la franchise Saw. Autrement dit, la franchise Saw appartient désormais à la Blumhouse, donc ce studio qui est spécialisé dans les films d'horreur que vous connaissez tous, et dont la réputation est plus que désastreuse, parce qu'ils enchaînent les films les plus clichés les uns que les autres. On fait des films interdits aux moins de 12 ans pour convenir aux adolescents, qui vont voir ça entre potes, qui passent un moment convivial et c'est tout. En fait on s'en fout du reste, on veut juste que ça cartonne, et on essaie de gagner un peu 100 millions de dollars en en dépensant pas vraiment beaucoup. Et puis surtout, ils sont occupés des derniers opus de Halloween, qui ont quand même pas mal divisé, ainsi que le retour de l'Exorciste, qui a tellement divisé qu'ils ont annulé la trilogie initialement prévue, pour partir sur quelque chose de totalement différent. Fallait qu'il y ait un échec pour qu'enfin ils décident de choisir un bon réalisateur, et qu'ils se disent « Bon, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près bien, avec l'Exorciste ». Enfin bref. Idem pour le film FNAF, c'est aussi la Blumhouse, et lui aussi il a divisé. Ouais, quand la Blumhouse s'occupe de grosses franchises, en général c'est toujours un peu la merde. Sauf que la franchise qu'ils viennent de récupérer, Saw, c'est un gros morceau, et ça ne se destine pas aux adolescents de 12 ans. Déjà parce que c'est des films assez violents, assez gore, avec une ambiance sale, crade, et surtout parce que le personnage de John Kramer, il te fait réfléchir sur le sens de la moralité humaine et de la justice. Il te questionne sur ton humanité. Les marques qui sont sur tes bras viennent d'une autre vie, et cette vie en va la laisser derrière nous.
Et qu'on le veuille ou non, pour moi Saw, ça doit se destiner à un public mature. Je suis pas censé aimer John Kramer, et pourtant je l'aime quand même. Je sais que ce qu'il fait c'est pas bien du tout, mais en même temps je comprends pourquoi il fait ça. C'est hyper perturbant parce que ça te questionne vraiment en tant que spectateur, et rares sont les franchises horrifiques qui te font ressentir ce genre de choses un peu compliquées. C'est presque des questions philosophiques sur le sens de la moralité humaine, sur nos limites, sur la peine de mort, ce genre de choses. Tu te poses vraiment trop de questions, et le dernier opus de Saw 10, il faisait parfaitement ça. Bon allez Billy, tu viens là toi. J'avais besoin d'un peu de compagnie. J'aime bien quand t'es sur mes genoux comme ça. Très bizarre comme phrase. Et ça inquiète beaucoup de personnes, notamment moi. J'étais le premier à être défaitiste, je vais pas vous mentir, parce qu'on voit la direction artistique de la Blumhouse. On voit comment ils fonctionnent avec leur franchise horrifique. Et pour moi, Saw est complètement à l'écart et complètement à l'opposé de leur ADN. Est-ce que vous réussissez à trouver un film qu'a produit la Blumhouse qui se rapproche de l'atmosphère, pas du concept, de l'atmosphère de Saw? J'en vois aucun. Et à vrai dire, même en dehors de la Blumhouse, de tout un tas d'autres studios qui font des films d'horreur, Saw ça reste une ambiance qui est unique. Et je ne vois pas du tout la Blumhouse aller dans ce genre de direction et réussir à retrouver cette atmosphère qui fait vraiment toute la saveur de Saw. Parce que je dis pas, ils font de très bons films d'horreur et ça représente des portes d'entrée parfaites quand t'es en début d'adolescence et que t'as envie de te plonger un peu progressivement dans le cinéma horrifique. Mais Saw c'est pas ça. Saw ça doit être hardcore, ça doit pas se destiner à tout le monde, ça doit être interdit au moins de 16 ans minimum. Quand ça sortait dans la première décennie des années 2000, tout le monde disait que c'était les films les plus gore qui sortaient et à l'époque ouais peut-être que c'était les films d'horreur les plus gore, en tout cas en salle de cinéma, vous comprenez. Et une franchise qui est aussi sulfureuse et qui possède vraiment cette image un peu mystique de film d'horreur un tout petit peu plus hardcore que ce que t'as l'habitude de voir, on va confier ça à l'un des studios qui produit les films d'horreur les plus normaux, les films d'horreur pour enfants. Mais pour le coup je trouve vraiment que c'est une faute parce que ça va pas dans leur ADN. Je ne vois pas du tout la Blumhouse s'occuper de Saw. Alors peut-être que justement parce qu'ils arrêtent pas de produire des films un peu pour enfants, enfin des films d'horreur pour enfants, pour jeunes adolescents, et qui se destinent un peu à tout le monde et qui sont seulement interdits au moins de 12 ans, vraiment ce côté parc d'attractions, c'est du divertissement, il y a des jumpscares, des screamers, ce genre de choses. Peut-être que justement leur intérêt à eux, pour la Blumhouse, c'est de récupérer une franchise un petit peu plus sulfureuse pour que redresser un peu leur image et pour dire que eux aussi, ils sont capables de produire des films un peu plus violents, un peu plus gore et qui se destinent à un public plus mature. J'espère que c'est ça dans leur intention, mais on sait très bien que c'est pas le cas. Tu vois, il suffit de prendre le dernier Exorciste. L'Exorciste c'est pareil, c'est un film qui est sulfureux, c'est un film qui est quand même assez hardcore. Et même aujourd'hui, je trouve que ça a pas pris un si grand coup de vieux, ça reste assez choquant, ça reste une expérience qui te percute en plein cœur en tant que spectateur. Et ils ont fait quoi de l'Exorciste? Ils ont fait un truc un peu tout public qui se destine encore une fois à des adolescents de 12 ans, comme si c'était ton premier film d'horreur. Mais quand c'est ton premier film d'horreur, tu vas pas voir l'Exorciste. Il y a un problème de direction artistique encore une fois. Et quand on voit aussi Megan qui est sorti, qui se fait rétamer la gueule parce que justement les fans de l'horreur voulaient un film d'horreur et qu'on a eu quelque chose d'autre un peu plus grand public, on voit que dans leur intention de base, ça reste de s'ouvrir, de s'élargir, ce qui est normal, de faire encore plus de pactole. Mais Saw c'est pas ça. Saw c'est hardcore, c'est gore, c'est violent, ça te questionne sur ton humanité, ça te fait réfléchir sur des questions philosophiques. C'est pour ça que le personnage de John Kramer était l'un des personnages préférés de l'ensemble des fans de l'horreur. C'est sulfureux Saw. Faut que tu sois un peu plus mature en tout cas, je pense. J'en suis convaincu. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. James Wan et Leigh Whannell seront les directeurs de ces suites et ils ont annoncé vouloir mettre en place une toute nouvelle perspective à la saga. Ouais bon je sais, on a l'habitude d'entendre ça. En sachant que James Wan, il avait déclaré il y a pas mal d'années que Saw devait se séparer de John Kramer. Putain, il a quand même dit un truc assez violent, c'est-à-dire qu'il faut complètement se débarrasser de John Kramer pour avoir un nouvel antagoniste, un nouveau tueur qui a une moralité différente. Peut-être que lui, il a une vision du monde différente, peut-être que il a le sens de la justice aussi qui diffère. Ça pourrait être très intéressant, mais le problème, c'est de réussir à faire quelqu'un qui est aussi attachant, ou voire même plus, qui a réussi à surpasser John Kramer. Et rares sont les franchises qui réussissent à avoir deux icônes. Enfin genre c'est quand même compliqué. En général une franchise quand elle est attachée à une icône, donc Scream c'est Ghostface, Freddy c'est Freddy, Vendredi 13 c'est Jason, tu vois dans ces franchises qui sont du slasher pur et dur, tu ne vois pas un autre antagoniste arriver, tu ne vois pas quelqu'un remplacer Jason, tu ne vois pas quelqu'un remplacer Freddy. Alors que là c'est plutôt couillu, c'est ce que dit James Wan, Saw doit avoir une nouvelle icône, c'est-à-dire qu'on doit remplacer John Kramer. C'est compliqué je trouve, c'est quand même très très compliqué. Ce qu'aurait dû être Spiral, qui a été une fausse promesse, qui a été absolument atroce, si Spiral avait été réussi, si on avait eu un autre scénario, quelque chose qui se rapproche un peu, je sais pas, genre des Rivières Pourpres par exemple, j'aurais beaucoup plus kiffé. Voilà, Spiral c'est une promesse qui n'a pas été tenue et c'est totalement dommage. Mais j'aime bien aussi cette idée de James Wan de dire on va aller plus loin, on va essayer de dépasser notre icône qu'on a déjà créée et on va essayer de vous proposer quelque chose qui vous surprend un peu. Parce que Saw c'est aussi ça, c'est de la surprise. C'est pas seulement de savoir comment les pièges vont se finir, c'est aussi de savoir comment toute cette histoire elle va se clôturer et ça pourrait être très intéressant d'avoir vraiment un nouvel arc narratif. Ce qui fait que c'est pratiquement sûr que les plans qui étaient initialement prévus, puisque Saw 10 devait être le point de départ d'une toute nouvelle trilogie avec John Kramer, tout le monde
monde sait que Saw 11 devait montrer un peu la relation entre Amanda, Hoffman et John Kramer, et comment ils fonctionnaient les trois ensemble, ce qui fait que Saw 10, bon bah voilà, c'est la certitude que c'est nos adieux avec le personnage de John Kramer, et la fin, avec ce lever de soleil, comme si on avait une fin en apothéose, comme si on avait une fin qui était magnifique, ça représente vraiment les adieux de John Kramer, ça représente vraiment les adieux de l'acteur avec la franchise, ce qui fait que même si on n'aura jamais la suite, et que j'en suis le premier déçu parce que Saw 10 j'ai vraiment adoré, et j'aurais trop kiffé voir Hoffman, Amanda, à voir comment leur relation fonctionne, bah ça reste une fin qui est magnifique, ce lever de soleil, on avance vers l'avenir, on avance vers l'au-delà, on quitte la franchise, et en plus vu que l'acteur est âgé, c'est d'autant plus symbolique, tu vois, genre, alors c'est pas du tout ce que je souhaite, mais quand il va mourir, ce plan, il va me foutre la larme à l'œil, tu vois, c'est vraiment, il va vers le paradis en quelque sorte, et je trouve ça, je sais pas comment le dire, mais c'est un mal pour un bien en quelque sorte, voilà, c'est, au moins on a une belle fin, on a vraiment un dernier film qui, je trouve, représente vraiment l'aboutissement du personnage de John Kramer, et on peut désormais passer à autre chose, la pilule sera beaucoup plus facile à avaler, et puis aussi on va pouvoir un peu sortir de ces numéros là, Saw 10, Saw 11, Saw 12, je pense que c'est bien qu'on aille vers quelque chose d'autre, un peu comme Spiral, tu vois, avoir un nom qui se déroule dans l'univers de Saw, et qui porte un nom vraiment propre, ça serait un peu plus clair, et même ça pourrait attirer de nouveaux spectateurs, donc après, on connaît la Blumhouse, hein, l'exorciste, Halloween, on sait très bien que ça va s'appeler Saw, genre ils vont faire juste Saw, et ça va redémarrer, ça va peut-être, ça se trouve ça sera un reboot, hein, ça se trouve ça va complètement rebooter l'univers, et on va totalement oublier ce qui s'est passé avec John Kramer. Une fois qu'on a vu la mort de près, on connaît mieux la valeur de la vie. Et vous savez quoi? J'ai bien envie qu'on parle de Scream 7 maintenant, donc on commence. On a obtenu quelques fuites, donc si vous voulez rien savoir pour conserver la surprise, je vous invite à passer totalement cette partie de la vidéo. Il y a les chapitrages sur la barre de visionnage, ou même en description. Le but ça reste quand même de garder la surprise, c'est ce qui fait un peu toute la saveur d'un Scream quand tu le découvres pour la première fois. Tu ne connais pas le destin des personnages, tu ne sais pas qui c'est qui va survivre, qui c'est qui va mourir, tu ne sais pas comment le tueur va agir, tu ne sais pas par où il va arriver, comment va se dérouler la scène de tension. Tu vois, il y a vraiment un aspect premier visionnage qui est complètement unique, mais si vous êtes sûr de vous, bah on y va maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je vais peut-être commencer à ranger cette poupée parce que ça devient un petit peu glauque. Et je te donne ça pour t'occuper. Voilà. Petit coquin, va. Alors ce qui a fuité, c'est vraiment le contexte de l'acte final, c'est-à-dire que Sidney va devoir retourner chez elle car sa fille a été capturée par Ghostface, qui va du coup se servir de la plus grande fille de Sidney pour lui tendre un piège, parce que son objectif ça reste de la torturer, mais surtout ça reste de buter notre héroïne légendaire, et du coup elle aurait pas le droit de prévenir la police, sinon le tueur butera sa fille, et évidemment elle sait que les menaces de Ghostface elles sont sérieuses, et elle a pas envie que sa fille crève, hein, c'est sa mère, donc forcément, voilà, il y a un lien un peu plus que spirituel d'ailleurs qui se fait entre elles, et visiblement sa fille, sa plus grande des filles, sera l'un des éléments centraux du récit. Elle va vraiment se faire harceler par Ghostface et va voir ses amis disparaître, c'est-à-dire qu'elle va un peu vivre ce que sa mère a vécu, c'est-à-dire que Sidney, elle a perdu tous ses amis, elle a vu tout le monde mourir auprès d'elle, au point d'être considérée comme la faucheuse de la mort, ce qui fait que Ghostface va se concentrer sur elle pour qu'elle traverse les mêmes épreuves, il va trucider l'ensemble de ses amis, ce qui prouverait que Sidney est une mauvaise mère. Le but c'est vraiment d'avoir un point d'ancrage psychologique sur Sidney et sa fille, pour en quelque sorte les diviser, parce que sa fille va considérer que c'est la faute de Sidney si elle traverse ces épreuves, parce que, bah, je sais pas, c'est elle qui a été poursuivie de base par Ghostface, et du coup si on s'en prend à elle, bah c'est à cause de la mère en quelque sorte, enfin c'est un éternel recommencement et c'est terrifiant. En termes de message, je trouve ça vraiment puissant, je trouve ça très intéressant, et je vous l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos où on parlait de Scream 7, on a besoin de faire évoluer son personnage. Tu vois, Sidney c'est tellement l'héroïne légendaire, c'est tellement l'héroïne parfaite, on n'a plus peur qu'elle crève, on n'a plus peur qu'elle se fasse poignarder et qu'elle meure, qu'elle se retrouve dans un lit d'hôpital. On sait très bien qu'elle ne va jamais mourir. Mais par contre, on peut encore la détruire plus. On peut la détruire psychologiquement et utiliser ses filles, je trouve ça vraiment mesquin. Tu vois, ce côté où on découvre ce que c'est que d'être une mère de famille quand t'as vécu tout un tas de drames et que t'es encore poursuivi par ces personnes qui ont déjà commis des drames par le passé sur toi, donc Ghostface, je trouve ça hyper intéressant et ça va permettre de vraiment apporter de la nouveauté à son personnage. J'ai vraiment hâte. Pour le coup, j'ai vraiment hâte. Ce qui fait qu'on a aussi une autre scène qui a été tournée dans un coffee shop, visiblement entre Ghostface et la fille de Sidney, la fille la plus grande encore une fois. L'idée serait de proposer quelque chose de très intense, un peu comme les scènes de tension légendaires de Scream 2, et on a également deux autres scènes qui ont fuité. Donc l'un des personnages du film va mourir étouffé avec ses propres organes, c'est-à-dire que le tueur va visiblement lui ouvrir le ventre, va lui extraire ses organes, ses organes, qu'est-ce que je raconte, va lui extraire ses intestins pour visiblement le pendre avec, ou du moins l'étouffer avec, ce qui pourrait donner une scène assez gore, et même assez drôle en fait. Genre voir quelqu'un se faire étouffer par ses propres intestins, c'est tellement con, c'est tellement marrant, je sais pas, ça pourrait être sympa. On est tellement bizarre les fans de l'horreur à aimer ça, on est tellement bizarre à aimer le gore, à aimer les choses violentes. On est complètement malade. Tu peux pas parler de ça dans un bar. Imagine que t'es dans un bar avec terrasse ouverte, il y a tout un tas de personnes, tu dis oh j'ai regardé Scream 7, il y avait une scène où le mec se fait étouffer par ses propres intestins. C'est un truc que tu peux pas dire à voix haute.
Putain, qu'est-ce qu'on est bizarre, mais je nous aime tellement. Je nous aime tellement. Et une dernière scène impliquant Gale, en direct dans son émission de télé, qui recevrait un appel du tueur alors qu'elle est en direct. Alors est-ce que le tueur, il utiliserait pas son modificateur de voix avec la voix de Dewey pour la torturer encore plus psychologiquement? Ça serait tellement une idée de dingue. En tout cas, toutes ces fuites sur ces scènes semblent vraiment crédibles, et il va vraiment falloir faire attention dans les prochains jours, et même dans les prochaines semaines, parce que c'est sûr et certain qu'on va avoir des fuites bien plus importantes sur l'identité des tueurs, sur qui va mourir, qui va survivre, et ouais, on n'a pas envie de se faire gâcher la surprise à ce point-là, je pense. Vous aimez les films qui font peur? Quel est votre préféré? J'en sais trop rien. En espérant une bande-annonce pour le mois d'octobre, je pense que c'est largement possible, parce que comme ça on passera un mois d'Halloween légendaire, déjà qu'on a tout un tas de sorties pour Halloween, et là tu te retrouves comme cadeau avec une bande-annonce de Scream 7, et d'ailleurs je crois que pour Scream 6, les bandes-annonces elles étaient sorties un peu dans cette période, en tout cas il y avait un deuxième trailer qui était sorti, parce que Scream 6 c'est pareil, il sortait en début d'année, je crois que c'était mars 2024, c'était mars 2024, Scream 6 je crois, et là c'est à peu près pareil quoi, on a un Scream 7 qui sort en tout début d'année, et donc ça va être intéressant de voir, enfin je pense qu'ils peuvent reproduire un peu le même schéma que Scream 6 en balançant un trailer pour le mois d'octobre, ou à la fin de l'été quoi, histoire qu'on soit vraiment dans cette bonne ambiance. Dans tous les cas, vivement ce foutu mois d'octobre, vivement la période d'Halloween, j'en peux plus du soleil, j'en peux plus de la chaleur, je veux qu'il y ait de la pluie, je veux qu'il y ait du mauvais temps, je veux qu'on aille voler des friandises à ces gosses qui viennent toquer le soir du 31 octobre, et des raclettes, putain des raclettes. Et puisqu'on parle du mois d'octobre, parlons d'Halloween. Parlons d'Halloween. Une série Halloween avec Michael Myers est en développement depuis 2023, puisque c'est Miramax qui en a acheté les droits pour créer un véritable univers étendu, ouais carrément, un jeu vidéo, une série, et bien évidemment des films. Les mecs ils veulent mettre le paquet, et se faire un max de fric surtout, ils ont raison, ils ont clairement raison. Dans tous les cas il y aura toujours des connards pour acheter le masque de Michael Myers. La seule information officielle dont on dispose pour le moment, ça concerne la série, c'est qu'ils cherchent à réadapter l'opus original, l'Halloween de John Carpenter, en y conservant l'ambiance, le ton, tout en y intégrant suffisamment de nouveautés. Mais ils ne veulent pas partir aussi loin que les derniers films, et notamment que Halloween Ends, qui est perçu comme une trahison complète de la saga. Et supposons que la série dure entre 8 et 10 heures en fonction du nombre d'épisodes, on aurait une espèce de version longue du premier opus d'Halloween, c'est-à-dire que un épisode raconte une heure précise jusqu'à l'arrivée de l'aube en quelque sorte, ça pourrait être très sympa. Imagine si l'Halloween de John Carpenter il durait 10 heures, voilà, c'est de ce genre d'ambiance qui peuvent se rapprocher, et en vrai ça pourrait être très cool, ça pourrait être très très cool. Sauf que depuis 2023, c'est silence radio. Et surtout, il y a eu un changement de direction au sein du département de télévision de Miramax, donc ceux qui s'occupent des séries en gros. Et les rumeurs évoquent des problèmes de créativité. Quelle direction prendre pour raconter encore une toute nouvelle histoire avec Michael Myers? Comment faire quelque chose de suffisamment nouveau, tout en ne trahissant pas le concept de base? Et visiblement, il y aurait pas mal de pression derrière le projet, parce qu'il y a toujours pas de scénariste, il y a toujours pas de réalisateur, ou plusieurs réalisateurs. En général pour les séries, il y a toujours plusieurs réalisateurs, et surtout ils ont pas de casting, parce que si le scénario est pas prêt, ils peuvent pas avoir d'acteurs, ça me paraît logique. Sauf qu'il y a une pression du studio derrière, parce qu'ils ont investi un sacré billet là-dedans pour acquérir les droits, et Halloween ça doit coûter très cher, et surtout la pression, elle vient du fait qu'ils visent une sortie pour 2028. Pourquoi en 2028? Parce que ça va représenter les 50 ans de la franchise Halloween, le 50e anniversaire de la sortie du premier opus. 50 ans. C'est waouh! Ah ouais, je suis vieux quand même. Et donc si on n'a pas d'informations en fin d'année, et surtout si on n'a pas d'informations l'année prochaine, ouais, à mon avis, c'est que c'est mort de chez mort. Ce silence radio, il est inquiétant, mais en même temps, je préfère les laisser un peu cuisiner la chose. Ça se trouve, ils sont juste en train de prendre leur temps, et en vrai, c'est ce qu'il faut faire. Surtout si tu veux relancer une franchise comme Halloween, qui a été beaucoup critiquée ces dernières années, tout le monde en a un peu ras-le-bol de Michael Myers, enfin, on l'aime Michael Myers, mais genre, avoir un film Halloween qui sortait genre demain, ça aurait plus le même impact que lorsque Halloween 2018 a été annoncé, et c'est pour ça qu'il a pété le score au box-office, et je sais plus, c'est 200 millions, peut-être 250 millions au box-office. Genre, c'est parce que tout le monde était excité, tout le monde était hype. Là, avec les deux derniers films, Halloween Kills et Halloween Ends, qui ont beaucoup écorché l'image de la franchise, il n'y a plus cette hype, et donc il faut la reconstruire. Mais ça reste dommage, parce qu'une série Halloween, ça me botte. Genre, moi, je trouve le concept vraiment génial de s'écarter des films. Justement, ça va peut-être permettre, avec un nouveau format, une série de plusieurs heures, permettre de réinventer un peu la chose, et de proposer une expérience vraiment différente de ce dont on a l'habitude. Puis, je sais pas, ça fait... J'ai l'impression qu'il y a 40 films Halloween qui sont sortis quoi. Et même je trouve que c'est hyper honnête de la part de Miramax, parce qu'ils pourraient simplement se contenter de faire un film et ils gagneraient 100 millions de dollars. Et pourtant ils prennent un risque, ils prennent le risque de faire une série qui peut ne pas marcher, et au contraire qui peut marcher et qui peut tout cartonner, et tout le monde se dise « Ah ouais, c'est ça Halloween ». Parlons rapidement de Silent Hill, le prochain opus qui sortira en janvier 2026. Alors je trouve la date de sortie vraiment bizarre, janvier 2026. Genre après Noël, juste après Noël, tu vas te taper un Silent Hill au cinéma,
Je sais pas, moi ça me perturbe vraiment beaucoup. Alors je sais que c'est Christophe Gans, c'est quelqu'un auquel j'ai beaucoup de confiance, il ne m'a jamais déçu, et je sais que les dernières photos ne rassurent personne, tout le monde dit qu'on dirait des cosplayers les acteurs parce que ça adapte la meilleure œuvre au monde, la meilleure œuvre du monde, il y a aucun débat, le jeu vidéo Silent Hill 2, mais encore une fois gardez à l'esprit que c'est des images qui ne sont pas retouchées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un travail de montage, de gestion des lumières, le mec il peut tout gérer après avec son logiciel de montage pour rendre cela beaucoup plus crédible, c'est des photos qui sont brutes, l'oubliez pas, et pour l'instant je trouve que c'est plutôt crédible en termes d'univers, j'ai vraiment l'impression d'être à Silent Hill 2. Alors oui, j'ai encore quelques réserves par rapport aux acteurs, mais voilà, c'est Christophe Gans, j'ai envie de faire confiance à Christophe Gans, déjà qu'il a fait le premier opus de Silent Hill qui est une sacrée pépite, la meilleure adaptation tirée d'un jeu vidéo à mon sens. C'est ma plus grosse attente personnellement, mais je sais pas, le sortir en début d'année comme ça, t'as l'impression qu'ils veulent éclipser toute la période de septembre à octobre où t'as les films d'horreur les plus importants, pour essayer de... genre comme s'ils voulaient le cacher. Tu vois, genre quand tu sors un film d'horreur en tout début d'année, on a l'impression que t'as pas confiance en ce projet. Personne va voir des films d'horreur en janvier, genre ça n'a aucun sens de faire ça. Il y a que Nosferatu qui était sorti pendant la période de Noël et qui a quand même cartonné, donc les gens vont quand même voir des films un peu horrifiques alors que c'est la période de Noël, mais genre en fin d'année t'as jamais le temps d'aller au cinéma, t'as beaucoup moins de temps, t'es avec tes proches, tes amis, etc. T'as le nouvel an, et le lendemain du nouvel an tu vas aller voir Silent Hill. Tu vois, je sais pas, en tout cas moi ça me perturbe vraiment beaucoup, et j'ai vraiment ce sentiment qu'on le place en début d'année, comme ça il a un peu éclipsé et on l'oublie rapidement parce que personne n'a confiance en le projet. J'ai l'impression que c'est ça, alors peut-être que c'est moi qui ai des arrière-pensées ou qui vois un peu le mal partout, mais j'espère que c'est pas pour ces raisons-là qu'ils le placent en début d'année, et que c'est vraiment pour dire, venez, on commence l'année avec un Silent Hill, et on montre que Silent Hill est toujours présent dans l'inconscient populaire. J'espère que c'est pour cette raison-là. Et c'est pareil, on a le nouveau jeu Silent Hill F qui sort au mois de septembre. Pourquoi ne pas avoir sorti le film au même moment? Tout le monde aurait parlé de Silent Hill, t'avais même pas besoin de faire de marketing, de campagne, parce que tout le monde parlera de Silent Hill au mois de septembre. Il y a le nouvel opus qui sort, donc ça va un peu cartonner, et en même temps tu sors le film, les gens sont dans cette période, ils vont voir le film, ils achètent le jeu, genre, je comprends pas. En termes de marketing, c'était ce qu'il fallait faire, d'autant plus que le film est prêt. Je crois que c'est Christophe Gans qui l'a dit, le film est quasiment prêt, tout est fini. Peut-être que c'est pour éviter aussi les gros blockbusters de fin d'année, genre au mois d'octobre ou au mois de septembre, t'as Conjuring 4, t'as FNAF 2, qui sont les gros morceaux qui risquent de cartonner au box-office, en tout cas pour le genre horrifique. Donc à la fois je comprends, et en même temps je suis un peu dubitatif, donc on verra bien. Mes plus grosses attentes, vraiment Silent Hill 2, plongez-vous là-dedans, c'est n'importe quoi. On a également obtenu la bande-annonce des Intrus chapitre 2, enfin, parce qu'il a mis du temps à sortir, et vraiment, ça devait être genre tous les 6 mois, on devait avoir un nouvel opus des Intrus, et vu que le premier a un peu divisé, il y a eu des réécritures, il y avait aussi pas mal de fuites sur les forums de Reddit, je crois que le scénario complet, enfin pas le scénario complet, mais le scénario dans les grandes lignes avait en quelque sorte fuité, du coup il y a eu des réécritures, il y a eu du réafistolage, et c'est plutôt une bonne chose parce que la bande-annonce, elle est vraiment très cool. Tu sens vraiment qu'avec cette bande-annonce de chapitre 2, le chapitre 1 était uniquement là pour commencer en douceur, avant qu'on passe vraiment aux choses sérieuse. Dans ce chapitre 2, Maya est la seule survivante, après qu'elle et son copain se soient fait pourchasser par les fameux intrus. Depuis les événements qu'elle a vécus, et son coup de couteau au niveau du ventre, elle est à l'hôpital, sauf que les intrus continuent de la poursuivre, et elle va devoir comprendre qui ils sont pour pouvoir les battre, tout en tentant de survivre à leurs multiples attaques. Honnêtement, ça a l'air d'être vraiment cool. La séquence de l'hôpital, j'espère que ça va durer une bonne partie du film. J'espère que ça dure au moins 20 minutes, qu'on est vraiment enfermé dans un hôpital à chercher la sortie. Ça me rappelle évidemment l'ambiance de un de mes Halloween préférés, Halloween 2, qui se déroule entièrement dans un hôpital. Si on retrouve cette ambiance avec les intrus, qui sont plusieurs avec leurs masques, et que l'héroïne, elle est toute seule dans un immense hôpital, perdu en campagne, je trouve qu'en termes d'ambiance, ça dégagerait vraiment quelque chose d'intéressant. Et il y a aussi ce plan dans la bande-annonce où tu comprends que le but, c'est pas de la tuer, mais de la convertir. Je pense, en tout cas c'est ma prédiction, qu'elle va réussir à tuer l'un des intrus, et que c'est pour ça qu'elle a été choisie, pour remplacer un intrus, et qu'elle va elle-même subir une sorte de lavage de cerveau, elle va subir l'emprise d'un démon, enfin je sais pas ce que c'est l'explication de cette espèce de secte, si c'est surnaturel ou si c'est réaliste. En tout cas j'ai vraiment le sentiment que Maya va finir par devenir l'un des intrus, elle va subir quelque chose qui va faire qu'elle va intégrer cette secte. Dans tous les cas on va avoir notre réponse bientôt, puisque le film sort au mois d'octobre, donc c'est plutôt cool. Évidemment on fera un résumé de l'ensemble de l'histoire principale, on en parlera, et même si c'est pas une grosse attente, la bande-annonce m'a beaucoup botté parce qu'en termes d'ambiance, ça a l'air d'être vraiment meilleur que le premier opus, et ça a l'air même d'être un petit peu plus violent, donc j'ai hâte, vraiment j'ai hâte, et dans le pire des cas ça va être bien, et dans le meilleur des cas ça sera vraiment cool, donc voilà, soyons positifs putain. Et on va finir par la dernière bande-annonce de Souviens-toi l'été dernier. Je crois que c'est le trailer final, je crois que c'est la bande-annonce finale et qu'on aura droit à plus rien, et en même temps,
On connaît déjà pratiquement toute l'histoire avec les bandes annonces, si je peux me permettre. Alors dans l'idée, cette bande annonce, elle confirme un peu mes craintes, c'est-à-dire qu'on va reprendre exactement le même scénario que le premier film. On va avoir un groupe de potes qui vont provoquer un accident indirectement et où va y avoir un mort ou plusieurs morts. Et d'ailleurs, ça a l'air d'être le même endroit que dans le premier film, la même route. Évidemment, ils ne vont rien dire et vont conclure une espèce de pacte. Sauf qu'une année plus tard, ils vont se faire tourmenter par un tueur qui va les décimer un par un. Le fameux tueur au crochet qui porte un imperméable en latex digne des plus belles soirées de Brigitte Macron à l'Elysée, enfin bref. Et pour ce faire, ils vont aller voir des personnes qui ont déjà vécu ce genre de choses, les anciens personnages de la saga, Julie et Ray, qui sont de retour. Julie qui est tellement badass, elle ressemble plus à Sidney Prescott qu'à Julie. Genre, Julie c'était la sensibilité, c'était l'écorché vif, c'était celle qui était complètement traumatisée par ce qu'elle venait de vivre, qui avait vraiment une sensibilité, et j'ai l'impression que ces derniers temps, ils ont plus du tout envie de rendre leur héroïne ou leur héros sensible. Genre il y a vraiment ce côté, il faut que ça soit badass, il faut que ça soit un action man. Je trouve ça nul à chier. Même Sidney, elle est devenue hyper badass dans Scream 5, même dans Scream 4, mais genre dans Scream 1, 2, 3, c'était l'écorché vif, c'était la sensibilité incarnée. Je trouve ça beaucoup plus immersif et même beaucoup plus sincère. Genre, y a pas de honte à être sensible. Retenez cette phrase, y a pas de honte à être sensible, putain. Et là, elle est badass, elle est remplie de répliques, on dirait limite Sarah Connor, je retrouve pas la Julie. Il y a une espèce de réécriture de son personnage qui me plaît pas du tout, et vas-y, j'ai l'impression de voir Scream 5, quoi, j'ai l'impression d'avoir exactement le même film, et je suis pas du tout chaud. J'irai le voir, parce que c'est quand même Souviens-toi l'été dernier, que je suis très content de revivre cet événement, genre c'est quand même, si un jour dans ma vie, je m'étais dit que j'aurais la chance d'aller voir un nouvel opus de Souviens-toi l'été dernier au cinéma, je l'aurais pas vraiment cru, mais ça a l'air d'être classique au possible, ça a l'air de rien réinventer, ça a l'air d'être là juste pour surfer sur la vague de cette mode de slasher qui est jamais vraiment parti, mais t'as l'impression qu'ils sont là juste pour gagner 100 millions de dollars au box-office et se barrer, quoi. Genre, j'ai l'impression de voir un film de la Blumhouse. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Dites-moi ce que vous en pensez de Souviens-toi l'été dernier. Dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un résumé complet de la franchise. Une grosse vidéo que je travaille depuis plusieurs semaines et j'espère qu'elle vous plaira. C'est peut-être une des vidéos que j'ai le plus travaillé sur ma chaîne, donc ça va être incroyable. En tout cas, j'espère que ça va être incroyable. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ce genre de format où on parle de toutes les actualités sans vraiment cohérence, ni queue ni tête, j'adore cette DA, j'adore cette direction artistique. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est l'actualité qui vous excite le plus, quel est le film que vous attendez le plus. Est-ce que c'est Saw 11, enfin Saw 11, le prochain opus de Saw? Est-ce que c'est Scary Movie 6? Est-ce que c'est Scream 7? Est-ce que c'est Terrifier 4? Ouais, bah il est toujours là, Art, évidemment. Qu'est-ce que vous attendez le plus? J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous parcourir. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire parce qu'on pourrait vraiment l'enclencher toutes les semaines. Là, j'ai largement le temps. Toutes les semaines, on pourrait se donner une sorte de rendez-vous pour parler de l'actualité horrifique avec toutes les informations cumulées dans un sacré bordel. Bref, ça pourrait être vraiment très cool. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous, vraiment, sincèrement, je le pense sincèrement parce que les fans de l'horreur, vous méritez le bout du monde. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous connaissez la propagande de YouTube. Je vous fais un énorme bisou à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite. Et évidemment, je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Surtout en ce moment, avec les chaleurs, je préfère laisser l'arrêt des fesses à votre partenaire parce qu'elle doit être un petit peu plus salée que d'habitude. C'était mes Romains, je ferme ma gueule, c'est promis. Ciao, bene les amis.